C'est quoi finalement des cyanobactéries? Alors, première chose, c'est que ce sont des organismes microscopiques, apparus il y a 3,5 milliards d'années en gros, et qui sont à la fois avec des caractéristiques de bactéries, parce qu'elles n'ont pas de noyau notamment, mais qui aussi d'un autre côté font de la photosynthèse, c'est-à-dire comme toute plante, comme terrestre ou aquatique d'ailleurs, et en ce sens sont assez proches des algues, et elles sont de ce fait avec la photosynthèse à l'origine de la production de l'oxygène atmosphérique, et avec d'autres pigments qu'elles ont en plus complémentaires, notamment pigments comme la phycocyanine, leur donnent aussi d'autres fonctions, d'autres capacités supplémentaires, en plus des couleurs particulières, forcément phycocyanine pour le bleu et phycoérythrine pour les couleurs rouges. Et donc, puisqu'elles font de la photosynthèse, elles sont ainsi des producteurs primaires dans la colonne d'eau, et elles sont à base de toute la chaîne trophique, de tout le réseau à l'intérieur du plan d'eau, ou des plans d'eau, ou des cours d'eau. Et ce double tutelle, on va dire, ou ce double rattachement à la fois aux bactéries et aux algues fait qu'elles ont souvent été classées à la fois dans les bactéries, pour les codes de référencement, de classification, puis aussi par les botanistes, et ce qui a entraîné souvent des tas de dénominations qui ont pu varier au cours du temps. On a parlé d'algues bleues, parce que pour une partie de leurs caractéristiques d'algues, de cyanophytes, de cyanophycées, en anglais on garde ce terme d'algues bleues, et finalement on a fini par s'accorder sur le terme qui est le plus consacré, qui est celui de cyanobactéries, où on rejoint bien les deux caractéristiques principales de ces organismes. Et puis juste pour le petit cas particulier, dans l'ensemble de cette communauté de cyanobactéries, il y a au moins un cas de consommation humaine que l'on appelle les spiruline, pour ceux qui pourraient prendre des compléments alimentaires ou coupe-faim, suivant comment on se positionne. En termes de diversité, c'est quelque chose qui est très varié. On a en gros 4600 espèces différentes, réparties dans au moins 150 genres. Ces nombres évoluent au cours du temps. On va les rencontrer dans des milieux d'eau douce, dans des milieux marins, mais aussi terrestres. En fait, il faut juste qu'il y ait un petit peu d'eau pour que ça puisse se développer. Et comme vous le voyez sur ces photos, on a des formes qui peuvent être extrêmement diversifiées. On a des choses de petites cellules toutes seules à des colonies bien organisées ou pas, avec des couleurs aussi très variées, jusqu'à des formations filamenteuses, intéressantes aussi, en termes esthétiques, et qui possèdent une grande adaptabilité à tout type de milieu, puisqu'on va les rencontrer dans des milieux d'eau très très chaude, thermale ou très froide, des eaux douces, des eaux salées, hypersalines, une grande adaptabilité à toutes ces situations-là. De surcroît, certaines vont avoir comme milieu de vie d'être systématiquement fixées à un substrat, on les dit benthiques pour le terme consacré, et, ou alors de l'autre côté, ce que vous avez sur le lac des Grisons, des choses qui vont flotter dans la colonne d'eau de manière plus naturelle. On parle à ce moment-là d'algues planctoniques, de cyanobactéries planctoniques. Et pour la petite anecdote aussi, dans certaines de ces cyanobactéries, certaines sont associées à des animaux pour constituer ce qu'on appelle des éponges, d'autres associées à des plantes, et on constitue ainsi des petites fougères qu'on appelle azolacs, une petite fougère aquatique notamment, ou encore associées à des champignons, et c'est comme ça qu'on fait des lichens, enfin qu'on fait que biodiversité a créé les lichens. Alors en termes d'écologie maintenant, qu'est-ce qu'il leur faut finalement pour se développer, pour fonctionner? Finalement pas grand-chose. Globalement forcément de l'eau, dans lesquelles elles vont puiser essentiellement des nutriments, azote et phosphore essentiellement et majoritairement. Et puis dans l'atmosphère, elles vont aller chercher du gaz carbonique, du carbone essentiellement, et de l'azote sous forme atmosphérique ou pas, etc. Puis de la lumière forcément, de la chaleur, des éléments qui lui servent. Dans tout cela, il y a certaines espèces, certains taxons qui ont des facultés particulières, celles notamment de pouvoir résister à la dessiccation, aux radiations solaires, donc de pouvoir être très robustes même s'il fait beaucoup de soleil. Certaines vont synthétiser des structures particulières, en l'occurrence vésicules gazeuses, qui leur permettent de pouvoir flotter, donc de s'adapter dans la colonne d'eau, donc de pouvoir gérer leur présence ou leur utilisation de la lumière. Vont différencier d'autres cellules qui vont leur octroyer d'autres fonctions, notamment de pouvoir fixer de l'azote atmosphérique, ce que ne font pas l'ensemble des algues autres que cyanobactéries. Et que finalement, tout ça leur permet d'avoir des avantages compétitifs par rapport aux autres espèces de phytoplancton, donc des autres espèces d'algues qui flottent dans la colonne d'eau. Et c'est ce qui fait que facilement elles peuvent se développer et poser des problèmes notamment. En termes de développement, finalement, elles vont préférer plutôt des eaux assez chaudes,
plutôt avec de faibles turbulences, et c'est notamment pour des plans d'eau qui peuvent stratifier pendant l'été, c'est-à-dire avoir une couche d'eau superficielle plutôt chaude et plutôt froide au fond, vont préférer ces périodes-là où c'est plutôt calme, c'est bien stabilisé. Donc du coup, sous nos latitudes, vont plutôt se rencontrer en été, en automne, mais ça peut largement perdurer en hiver. Moi qui viens de Bordeaux, sur les grands plans d'eau aquitains, on a des algues, enfin des cyanobactéries qui restent jusqu'en janvier, février, mars, sans aucun problème. Voire même elles sont plus abondantes à ce moment-là, mais ça pose évidemment moins de problèmes d'usage, vous vous en doutez bien. Et en termes de distribution, elles vont succéder globalement aux diatomées, donc un petit peu comme ce schéma représente. On a d'abord des diatomées sur la période hivernale, fin d'hiver, printemps, souvent qui sont remplacées par des algues vertes, lesquelles peuvent être assez facilement remplacées et puis dominées par les cyanobactéries, donc ils peuvent tout à fait durer jusque plus loin que l'automne, mais continuer encore plus loin que la fin de l'année. Et finalement, ça, c'est un truc extrêmement schématique que j'ai représenté là, mais vu qu'elles sont capables de s'adapter à beaucoup de situations particulières, aux caractéristiques environnementales, ce schéma pourrait être finalement des cyanobactéries du début de l'année jusqu'à la fin de l'année dans certains systèmes. Alors, autre caractéristique, et pas des moindres, c'est que certaines cyanobactéries sont capables de produire des métabolites, donc de produire des substances, des molécules. Alors d'un côté des molécules qu'on dit odorantes, donc avec des noms que je vous passe, pour le MIB pour donner le terme le plus court pour un des deux, et de l'autre côté la géosmine, qui est l'autre terme aussi assez court pour donner un nom compliqué, qui sont donc des molécules odorantes. Vous pouvez déjà imaginer que ça pourra poser des problèmes d'usage de ces eaux. Et puis d'autres métabolites qui sont eux toxiques, et c'est évidemment ça qui nous pose le plus de problèmes, mais notez que ce n'est pas le fait de toutes les cyanobactéries, mais seulement d'une quarantaine de genres qui sont capables de produire ces toxines. Dans ces toxines, justement, on a une grande variété en termes de structure, de fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les mécanismes de toxicité, ce qui fait que tous ces mécanismes du pourquoi les cellules se mettent à produire des toxines et dans quelles conditions elles les produisent dans leur cycle de vie sont encore pas bien compris, pas bien connus. Chose dont on est sûr, c'est que ce sont des molécules qui sont produites par les cellules à l'intérieur des cellules, donc c'est intracellulaire, elles produisent ces molécules particulières, et qui vont être classiquement libérées dans le milieu lorsque les cyanobactéries vont mourir, donc lors de la période de sénescence de cette communauté. Et avec ces toxines qui ont inévitablement des impacts toxiques, notamment sur l'être humain, que l'on va évaluer au travers du fait que ce soit sur le contact de la peau, ou si c'était à ingestion. Et on classait jusqu'alors en fonction des altérations. Donc si ça touchait plutôt le foie, on va parler d'effets plutôt hépatotoxiques. Si c'est touche plutôt les cellules nerveuses, on va parler de neurotoxicité. Et si ça entraîne des effets plutôt sur la peau, sur les muqueuses, parce que vous avez des plaies, c'est plutôt des effets dermatotoxiques. Et ça, c'est dû essentiellement donc, quand on est dans des situations avec des proliférations d'algues. Donc, comme certaines peuvent produire des toxines, et bien aussi certaines, mais pas toutes finalement, c'est ça aussi qui met un peu plus de complexité là-dedans, peuvent proliférer. Et on parle donc en termes français d'efflorescence, et le terme classique anglais qui est l'équivalent bloom, mais qui est bien repris aussi dans le langage français. Et donc, par quoi se caractérise finalement une prolifération? Ben, c'est tout d'abord une dynamique très forte, il y a une capacité de se développer très rapide, qui va coloniser un grand espace avec de très grandes quantités de matière qui vont être produites dans la colonne d'eau, et avec, en termes de communauté algale, une dominance de un ou deux taxons, une ou deux espèces, qui va occuper 90% de l'espace, des ressources, ce qui peut poser quelques problèmes. Mais notez, ce qui est assez important aussi, c'est qu'il n'y a que 50 à 70% de ces proliférations qui sont toxiques, qui produisent des toxines. Donc ça ne veut pas dire que toute prolifération est toxique, mais juste certaines. Et là, vous avez deux illustrations en dessous. D'un côté du lac du Bourget, vous voyez les colorations rouge sang des eaux qui est arrivé un certain nombre d'années de suite. Et de l'autre côté, le lac de Partis-Piscaros, donc au sud des Landes, enfin dans les Landes, où là, une concomitance de deux espèces. Donc vous voyez les deux photos, coloniales et puis filamenteuses, qui entraînent toutes ces colorations en surface de l'eau et posent un certain nombre de problèmes de baignade et d'usage. Alors, justement, quels sont les systèmes concernés par ces proliférations? C'est globalement tous les systèmes qui sont lents,
donc des étangs, des lacs, des cours d'eau très lents, des cours d'eau comme la Charente qui est avec des biefs très 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 lents. Mais c'est aussi du coup, lorsque l'hydrologie est très calme, qu'elles vont pouvoir s'installer et se développer, où la colonne d'eau est très stable aussi, le cas des points d'eau qui peuvent stratifier. De fait, avec des températures plutôt élevées et avec donc faible renouvellement, donc quelque chose qui est relativement stabilisé, et c'est souvent dans nos latitudes, dans notre fonctionnement même, les périodes estivales et les périodes de début d'automne. Et ça entraîne forcément un certain nombre de manifestations visuelles que je pense que tout à chacun est capable d'avoir vu, ne serait-ce que les colorations vertes plus ou moins intenses ou bleu-vert qu'on peut avoir dans la colonne d'eau, c'est les photos qui diffusent tout à l'heure. Mais on peut avoir aussi à la surface de l'eau une pellicule qui va se développer, c'est une pellicule qu'on va vraiment qualifier d'écume de cyanobactéries. Et vous entendez bien que je vous dis bien écume de cyanobactéries, et ne pas confondre avec l'écume de mer, l'écume au bord de l'eau qui n'a rien à voir, qui serait d'autres molécules qui n'ont rien de problématique. Et qui, là, sous l'effet des vents, cette écume de cyanobactéries peut s'accumuler, comme le montre la photo, en bordure, et donc poser forcément des problèmes et d'esthétique et d'usage, avec notamment des problèmes d'odeur liés aux géosmines et aux libes que peuvent produire, mais aussi que peuvent produire ces cyanobactéries, mais aussi lorsqu'elles vont se dégrader, et comme toute matière organique qui se dégrade, ça c'est en général pas très bon. Au final, ça va dépendre, en fait, ces proliférations peuvent avoir lieu de manière assez diverse. Ça peut être très permanent sur des systèmes, ou alors très ponctuel dans un plan d'eau, juste à un point donné du plan d'eau. Mais ça peut aussi être à l'échelle du temps très rare et avoir lieu juste pendant 15 jours dans l'année. Et d'autres systèmes, ça va être très très fréquent. C'est assez imprévisible finalement dans des connaissances actuelles. On a un peu de mal à... Ou plutôt, on pourrait réussir à mieux prédire, mais sur un site donné, en connaissant bien tout son fonctionnement, mais on n'arrive pas à généraliser parce que c'est pas aussi simple que ça. Alors quels sont les facteurs qui vont finalement favoriser toutes ces proliférations ? Le premier en tête, ça reste quand même l'abondance des nutriments, avec le phosphore essentiellement. Secondairement, l'azote, qui, par sa présence, voire carrément son manque, peut favoriser les cyanobactéries, puisqu'elles vont pouvoir aller chercher de l'azote autrement, et dans l'atmosphère notamment. Donc c'est pas parce qu'il en manquerait dans l'eau que ça leur pose un gros problème, pour certaines au moins. Donc ça, c'est vraiment le maître mot, ce sont les nutriments qui sont les facteurs clés. Là-dessus viennent se rajouter des conditions météorologiques, forcément la luminosité pour avoir de la lumière, de la chaleur, donc des températures assez modérées, au-delà de 20 degrés classiquement, et l'hydrologie, que je disais précédemment, plutôt des conditions plutôt calmes. Mais ils ont aussi leurs propres caractéristiques intrinsèques, toujours pour certaines d'entre elles et pas toutes. Leur morphologie, le fait qu'elles soient certaines en colonies avec des structures particulières font qu'elles sont peu intéressantes en termes culinaires, on va dire, pour les étages supérieurs, donc pour le zooplancton, pour certains poissons. Donc c'est assez peu consommé, assez peu ingéré. La deuxième chose, c'est qu'elles produisent pour certaines des toxines. Vous imaginez bien que ça peut avoir un effet sur certains aussi consommateurs potentiels. Ça ne va pas leur plaire, mais ça a aussi un impact sous la forme d'une guerre chimique. Cette molécule est produite entraîne une guerre chimique contre d'autres taxons, enfin l'allélopathie pour le terme qui va bien, contre les autres espèces de phytoplancton ou d'autres espèces environnantes. Et donc c'est un bon moyen aussi pour perdurer, s'installer et prendre le dessus. Elles font, je le disais tout à l'heure, des cellules spécialisées pour certaines, qui sont présentées avec les deux petites photos, donc c'était aussi la kinette, et qui leur confèrent, peu importe les terminologies, mais leur confèrent des capacités particulières, d'abord de pouvoir faire des réserves de nutriments pour une de ces deux structures, donc de passer des périodes un peu plus difficiles grâce à cela, et de aussi pouvoir aller mobiliser de l'azote atmosphérique, ce qui leur permet de, bien qu'il y ait peu d'azote, aller le chercher par ailleurs. Et puis le dernier, pour les pigments accessoires qu'elles peuvent porter, je citais donc phycoérythrine et phycocyanine, ça leur permet d'aller chercher finalement de la lumière dans des conditions un peu plus extrêmes que ne le feraient les autres plantes terrestres ou plantes autres aquatiques ou autres algues, parce que ces pigments particuliers leur permettent d'aller chercher des longueurs d'onde de lumière plus faibles ou plus élevées et qui font qu'elles peuvent continuer à se développer malgré tout. Alors voyons maintenant les impacts globalement que peuvent avoir ces proliférations toxiques ou non. La première chose en termes environnemental, c'est la diminution de la biodiversité. Je l'ai dit, s'il n'y a plus qu'une ou deux espèces qui dominent toute la communauté, on appauvrit de fait tout le reste. Qui dit une pauvreté du reste de la communauté, c'est les impacts sur c'est le troisième point, en fait, c'est l'impact sur le zooplancton et les étages supérieurs qui vont forcément avoir quasiment rien à manger. Donc si vous appauvrissez
le zooplancton qui a quasiment rien à manger, bah, au-dessus, les poissons ont encore moins de zooplancton à manger, donc on appauvrit, etc., toute la chaîne. Mais la prolifération de cyanobactéries, c'est aussi une baisse de transparence classiquement. Les photos tout à l'heure bien vertes le montrent très bien. Ça va inévitablement avoir un impact sur la transparence de l'eau et donc de tous les végétaux autres qui ont besoin de lumière pour se développer, qu'ils soient fixés au fond ou autres espèces de phytoplancton qui vont être de fait assez limitées par cela. Et puis lorsque toute cette grande quantité de matière organique va mourir, eh bien, donc cette phase de sénescence, qu'est-ce que ça va devenir? Toute cette matière organique, il va bien falloir l'éliminer, la détruire, et les processus qui détruisent cette matière organique, classiquement, se font en consommant de l'oxygène, et on va se retrouver à avoir au moins un déficit d'oxygène dans certaines zones du plan d'eau, certaines profondeurs du plan d'eau, voire carrément l'absence d'oxygène. Et vous imaginez bien que ça peut avoir des problèmes, je vais le citer après, mais un problème purement fonctionnel dans le système, c'est que cette absence d'oxygène va entraîner, ou peut entraîner assez classiquement, des relargages de la part du sédiment d'un certain nombre de nutriments, dont du phosphore. Donc finalement, continuer à entretenir le système parce qu'on va pouvoir relarguer du phosphore, même si on en manquait un peu, et bien on va en rajouter parce qu'on a dû dégrader et continuer à entretenir la machine quelque part. Et donc inévitablement, un impact sur la faune, vous doutez bien que s'il n'y a plus d'oxygène, les poissons vont guère apprécier ça longtemps. Alors pour ceux qui peuvent se déplacer suffisamment loin et fuir la zone, ils vont effectivement au moins fuir, mais ils peuvent aussi être intoxiqués, voire aller jusqu'à la mortalité pour certains. C'est la même chose pour les oiseaux, soit par contact direct, parce qu'ils ont bu de cette eau, qui pourrait être contaminée notamment par les toxines, ou alors par voie indirecte, parce qu'elles ont mangé des poissons qui eux-mêmes ont accumulé des toxines et qui entraîneraient des problèmes, des mortalités. Et puis autres animaux, bien sûr, et tout le monde a à l'esprit le cas des chiens de l'année dernière, qui effectivement, en ayant consommé pas de l'eau, mais plutôt des tapis de cyanobactéries, ont fini par mourir par les toxines qu'elles contiennent. Donc c'est aussi, il faut y penser, mais c'est aussi les animaux sauvages et autres qui peuvent tout à fait avoir des problèmes. Maintenant, rapprochons-nous de l'être humain. Ben, côté être humain, finalement, le premier impact qu'on peut voir comme ça, c'est l'impact sur toutes nos activités récréatives, donc de baignade notamment, mais pas que. Il y a inévitablement les colorations des eaux, les odeurs un peu désagréables, ça va quand même assez fortement freiner les usages qu'on pourrait avoir. Vous imaginez bien que, comme le montre la petite photo, aller se baigner dans quelque chose où il y a un tas de choses qui flottent, franchement, ça ne donne pas vraiment envie. Donc les nuisances olfactives, la présence de toxines, certes invisibles, mais qui peut avoir des conséquences notables sur la santé, des intoxications, alors voire des décès. Alors je ne veux pas dramatiser, parce qu'en France, on n'a jamais eu de cas de décès, qu'au Brésil, il y a X années de cela déjà. Et entraîner aussi des colmatages de filets pour tous ceux qui seraient pêcheurs, qui va venir poser quelques problèmes dans les usages. Pour ce qui est de l'eau potable, inévitablement aussi des problèmes. Vous imaginez bien quand on a un prélèvement d'eau dans votre plan d'eau. C'est, ne serait-ce que comme première étape, c'est la dégradation de ses capacités, enfin de ses caractéristiques d'odeur, de goût de l'eau, donc les qualités organoleptiques, qui vont inévitablement aussi pouvoir perturber les systèmes de traitement de ces eaux, voire obliger des traitements supplémentaires pour éliminer les toxines, éliminer les algues, et donc entraîner des coûts supplémentaires dans ces traitements, et entraîner aussi, comme pour les filets, des colmatages de ces prises d'eau, ce qui peut poser aussi un certain nombre de problèmes. Enfin, et pour terminer, donc, moi je voudrais dire, c'est quelque part, ce qui est important, c'est que l'on prenne bien en compte finalement toutes ces proliférations de cyanobactéries, non pas juste par intérêt, parce que je travaille entre autres là-dessus, mais c'est notamment pour pouvoir mieux comprendre, et qui dit mieux comprendre comment ça fonctionne sur tel site ou tel autre, c'est pour pouvoir très probablement et plus sûrement mieux agir, mieux gérer finalement le système. Il faut aussi passer par l'amélioration des moyens de surveillance. Là, c'est plus ce regard zone de baignade, enfin, mieux comprendre, mieux surveiller avec des outils peut-être un peu plus élaborés, du coup, pour mieux gérer. Mais que globalement, quoi qu'il en soit, les cyanobactéries, je vous l'ai dit, elles font partie du système global aquatique, donc de la chaîne trophique, dans son fonctionnement global. Et donc c'est important, et en ce sens, elles sont nécessaires. Juste un mot aussi par rapport aux remèdes miracles ou aux solutions qui pourraient être proposées. Je ne dis pas qu'on n'arrivera pas à en trouver des efficaces pour pouvoir traiter les problèmes à certaines échelles de certains types de plans d'eau. Mais il faut être bien conscient et être certain d'avoir bien mesuré, surtout, et c'est ce qui
m'importe, c'est toutes les conséquences de ces applications, donc les dommages collatéraux que pourrait avoir tel ou tel système. On en reparlera très probablement dans la journée, c'est juste ça où il faut être vigilant pour ne pas faire tout et n'importe quoi, mais bien être conscient de ça. Et puis, pour terminer, c'est peut-être pas le plus réjouissant, mais que finalement, les cyanobactéries, elles étaient là bien avant nous. Et je pense qu'on pourra considérer qu'elles seront encore largement là après nous, après que l'être humain ait disparu. Donc je pense qu'il va falloir s'en accommoder, s'y acclimater, et trouver les moyens de gérer cette cohabitation, plus que de vouloir faire table rase de quelque chose qui est parfaitement naturel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Christophe, tu as parlé de ces chiens qui étaient morts à cause des cyanobactéries. Est-ce que ça peut arriver sur le bord du lac d'Aiguzon? Tu as parlé de différents taxons et une grande variété en ce qui concerne les cyanobactéries. Est-ce que c'est la même que celle qui a causé la mort des chiens? Alors non, pas du tout. En fait, dans les cours d'eau incriminés l'été dernier, ce sont des cyanobactéries benthiques, donc fixées au fond, qui sont la cause de ces mortalités de chiens. Et ces cyanobactéries-là benthiques, enfin, ces espèces-là, produisent une neurotoxine, donc impact direct du cerveau. Et il n'a pas fallu très longtemps, c'est-à-dire moins d'un quart d'heure ou une petite demi-heure même pas, pour que le chien passe de vivant à mort. Alors a priori, je ne sais plus, Frédéric, si tu te rappelles les taxons qui sont présents sur Aiguzon? Là par contre j'ai un blanc. Ils ne sont pas connus essentiellement pour la production de neurotoxines, normalement on va dire. Donc ce qui veut dire qu'a priori sur le lac d'Aiguzon, on n'est pas censé, enfin on n'a pas d'algues cyanobactéries benthiques, mais c'est plutôt du planctonique, dont les effets sont pour l'instant majoritairement plutôt catalogués d'hépatotoxiques, c'est sur le foie, et pas effet sur le neurotoxique, essentiellement. Après il faut se méfier, on marche dans un système où les choses évoluent au cours du temps, où la découverte de nouvelles molécules, aujourd'hui pas toxiques, mais peut-être demain, après-demain, on va leur trouver des impacts sur tel ou tel fonctionnement, tel ou tel comportement de l'être humain, d'un animal, etc. Donc, il faut rester prudent. Concernant les poissons sur le lac d'Aiguzon, on n'a pas remarqué de mortalité particulière, aussi bien sur les poissons de fond que sur les poissons de surface. Pour moi, c'est que ça veut dire que déjà, au moins dans les périodes de prolifération, ces poissons trouvent refuge dans les endroits où il ne manque pas d'oxygène pour continuer à se développer, au moins pour ce côté-là de fonctionnement. Et que ça veut dire que s'ils ne sont pas décédés au problème de mortalité particulière, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de toxines qui les ont impactés directement, clairement. Gilles Clément. Oui. Dans l'état actuel de la connaissance de ce sujet-là, est-ce qu'on a une idée de l'impact des intrants agricoles sur l'eutrophisation des plants d'eau, sur la prolifération des cyanobactéries par l'eutrophisation? Est-ce qu'on a fait des analyses là-dessus? Je parle là pas d'Aiguzon, mais de partout, puisque vous parliez de Biscarrosse et ces étangs, où il semble pour l'instant que dans ces analyses que l'on fait, on évite d'aborder cette question-là. Est-ce qu'on a un point de vue là-dessus? Alors moi, le point de vue il est très clair, je l'ai dit en essayant d'insister, c'est que c'est quand même les nutriments qui sont la première cause de développement des cyanobactéries, enfin, facteur déclenchant, limitant quand il n'y en a pas assez, et donc en même temps entraîne les proliférations. On a quand même des cas, notamment, j'avais montré la photo du lac du Bourget. Le lac du Bourget, ils sont en phase de traitement au cours du temps de l'ensemble du bassin versant depuis plus de 30 ans ou 40 ans, 30 et quelques. 40 ans, c'est plutôt pour le Léman. Et au cours du temps, ils ont fait d'énormes efforts de limitation des rejets de phosphore, donc c'est passé forcément par les lessives phosphorées, et la limitation des rejets, augmentation de la capacité de traitement des eaux de station d'épuration, le moins de fuites possibles qui partent jusqu'au plan d'eau. Et tout cela, donc on l'a vu sur les graphiques, dans la baisse des quantités de phosphore, et d'intrants au sens large dans le plan d'eau. Donc ça, on pourrait dire, oui, ok, c'est très bien, vous avez réduit les apports, mais que se passe-t-il finalement après au niveau des cyanobactéries? Alors, l'effet, il n'est pas immédiat, hein, c'est pas on-off, j'ai enlevé les intrants et tout d'un coup tout est propre, non.
Mais par contre, depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 2014, sur le lac du Bourget, on n'a quasiment plus de prolifération de la cyanobactérie parce que les apports ont été fortement réduits, c'est-à-dire qu'on est passé en dessous d'un seuil, en dessous duquel elles sont encore présentes, mais dans des couches demi-profondes dans le plan d'eau, et ne posent plus les mêmes problèmes qu'elles ont pu en poser en colorant en rouge une grosse partie du plan d'eau. Donc, le système s'améliore, ça prend du temps, il faut en être conscient. Si on joue sur les intrants, si on joue sur le bassin versant, mais à mon sens, c'est la seule et unique bonne solution pour traiter les causes. Je parle de causes, pour aboutir à des choses qui s'amélioreraient dans le temps. Je crois qu'on vient de répondre un peu à ma préoccupation. Vous nous avez indiqué que ces cyanobactéries étaient là bien avant nous et qu'elles resteraient bien après nous. Mais mon interrogation, c'est l'évolution au cours des quelques dizaines dernières années. Comment ça évolue? Alors ça évolue de manière assez antagoniste dans certains systèmes en fait. On pourrait dire le réchauffement climatique, ça va favoriser, puisque je vous ai dit, on est plutôt, elle préfère des eaux un peu plus chaudes, etc. Alors c'est vrai pour certains sites où effectivement on a l'augmentation de prolifération ou de fréquence de ces proliférations, et il y a des sites où c'est pas vrai du tout. Donc toute cause n'entraîne pas forcément exactement systématiquement les mêmes conséquences. Donc il faut déjà retenir ça, qu'un peu les systèmes sont un peu tous différents. Les latitudes mondiales peuvent être différentes. Globalement, sur les quelques décennies qui viennent de passer, il faut quand même admettre que l'être humain, ayant augmenté les apports de nutriments, de substances au sens large dans l'environnement, contribue à l'augmentation des proliférations de cyano dans bon nombre de sites. Et en plus, on le voit encore mieux parce que sur ces sites, on y veut ou on y fait des activités récréatives ou des pompages d'eau potable. Il est clair que, enfin, moi, je me rappelle de discussions avec des anciens pour le lac de Parentis ou autre, qui disaient oui, non, mais le cyano, ça fait des années, moi je les ai connus quand j'étais petit, il y en avait, ça posait pas un problème particulier. C'est juste qu'aujourd'hui, d'abord, on s'en préoccupe, c'est un grand bien, mais c'est aussi que ça a fortement augmenté en quantité, en fréquence, en abondance, et que les surveillant un peu mieux, on se rend compte, en connaissant un peu mieux, on se rend compte d'autres conséquences, et pas des moindres, la toxicité pour certaines. Donc c'est là qu'on s'en rend compte, mais on va dire qu'elles étaient là avant, mais peut-être pas dominantes comme de manière systématique et récurrente dans certains sites, mais présentes. Le lac du Bourget, pour moi, est un exemple qui représente bien les choses. Ça a dominé pendant des années, ça avait commencé assez tôt, ils avaient appelé le sang des Bourguignons il y a X années de ça, et puis voilà, et maintenant ça est en train de s'améliorer, ils ont de moins en moins ces étapes de prolifération de cyanobactéries et de conséquences néfastes pour les agents. Sur ma commune, j'ai un lac de barrage avec une plage aménagée. Et donc, lorsqu'on vient faire les prélèvements chaque année pour voir les cyanobactéries, on les dénombre, mais on ne les identifie pas. Si on nous dit que vous avez 150 000 cyanobactéries, donc vous mettez le drapeau rouge et on ferme la plage. Donc normalement, le laboratoire fait le montage de l'ARS, mais classiquement, pour connaître leur fonctionnement, théoriquement, le laboratoire n'a pas dénombré juste comme ça dans l'absolu, mais ils ont mis un nom de genre. Elle ne cherche pas les microsystèmes. Ah non, ils mettent un nom de genre. Alors, attention, on met un nom de genre à chacune des espèces. Enfin, c'est un peu antagoniste ce que je dis, mais on met un nom on met un nom à chacune des choses différentes que l'on rencontre dans l'échantillon, et on dénombre chacune de ces choses rencontrées. Il vous donne peut-être le résultat brut, pas brut justement, le résultat final agrégé qui est la somme de tout ce qu'ils ont comme cyanobactéries, quel que soit leur nom. Ils vous disent au total ça fait 1 million, ça fait 200 000, ça fait ça. Mais vous êtes en droit a priori de leur redemander le détail de quelles sont les espèces, quels sont les genres qu'ils ont dénombrés pour savoir ce que c'est. Ça c'est pour le dénombrement des espèces, des genres de cyanobactéries présentes. D'un autre côté, là, vous avez parlé de microcystine. Microcystine, c'est une toxine. Oui. La toxine, ce n'est pas un dénombrement qu'on fait. La toxine, c'est mesuré. Enfin, vous pouvez prendre un flacon. Il pourrait très bien y avoir des toxines là-dedans. Enfin, je ne souhaite pas, mais ça ne se voit pas, ça n'a pas de couleur. Et c'est un dosage au laboratoire qui va nous dire là-dedans, j'ai telle ou pas telle quantité de cette toxine-là, microcystine. Et ça doit être dans votre relevé une ligne à part si vous avez demandé qu'il fasse l'analyse de toxine. Donc, je suis obligé de faire une contre-analyse à un autre laboratoire. Oui, mais faites une contre-analyse pour le dénombrement, pas pour des analyses. Si je cherchais justement les microcystines LR, YR et RR, ils sont réputés dangereuses. Oui. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'elle. Oui. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir 150 000 cyanobactéries ou 200 000 cyanobactéries, et si ça se trouve, il n'y en a pas une qui présente un caractère de danger.
Oui, c'est tout à fait possible, oui. Donc on en est, en fait, il faut bien comprendre que il y a plein de choses qui évoluent. C'est le moment de parler de ça, sinon on va arriver encore plus dans le temps. Mais je veux dire, la réglementation est vouée à évoluer. Moi, je participe au groupe de travail piloté par l'ANSES et à la demande de la Direction générale de la santé, de la DGS, pour réviser justement les procédures, les protocoles de surveillance, les seuils qui sont donnés, etc. Donc, je ne dirais pas où on en est dans nos discussions, mais globalement, on y travaille pour qu'on obtienne un nouveau document de synthèse qui puisse dire, ben voilà, a priori maintenant, on doit se préoccuper de tel ou tel seuil, telle ou telle quantité, voilà, il faudrait comment il faudrait procéder. Donc ça viendra, malheureusement, on aurait bien aimé que ce soit déjà présent, mais pas avant l'année prochaine. Sur un aspect moins important que celle du Bourget, par exemple, comme on est chez nous, est-ce que les groupes qui se sont accumulés au fil du temps, avec beaucoup d'intrants, par exemple le phosphore, le fait que maintenant, c'est vrai, on travaille à diminuer l'apport d'intrants avec tout un tas de mesures par rapport à l'agriculture et à l'environnement, est-ce qu'on a quand même... est-ce que tout le phosphore qui va se dégager certainement pendant de nombreuses années va pas... c'est-à-dire que notre action ne va pas servir à grand-chose? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut curer? Le problème de curer, c'est que c'est des coûts prohibitifs sur des systèmes relativement grands quand même, comme les busons. Je pense que c'est quand même des choses un peu impensables à mon sens, hein, mais bon. Il est clair, c'est très juste, c'est-à-dire qu'on aura inévitablement un effet retard, latence. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on coupait les vannes de tous les apports de nutriments, les sédiments vont encore continuer à en relarguer une partie. Après, je ne connais pas les quantités de phosphore de nutriments dans les sédiments du lac des Guzons. Peut-être qu'il y a déjà des résultats, mais je pense que ça fait partie des choses nécessaires pour pouvoir avancer, pour effectivement savoir un petit peu quelle trajectoire on va prendre. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure est important aussi, c'est qu'il n'y aura pas forcément de relargage systématique de phosphore de la part des sédiments. C'est plutôt dans certaines conditions particulières, notamment de stratification, donc de manque d'oxygène au fond, que le phosphore a tendance à être favorisé à revenir en suspension. Donc, il peut très bien être en très grande quantité, mais sous une forme qui n'est pas utilisable par les êtres vivants, à être piégé, fixé, de manière inutilisable, non biodisponible, comme on dit, et ça peut ne pas poser de problème. Non, enfin, je préfère répondre non, parce que ça voudrait dire apporter quelque chose dans le système, mais l'idée ne me plaît pas du tout. Les conséquences seraient peut-être pires que la cause. Donc non, il faut avoir une idée, je pense, des quantités, être conscient que ça, de toute façon, ça pourra prendre du temps, et voilà.